Bonjour, pour ce nouveau numéro d'Effervescience, nous sommes à l'Institut Henri Poincaré, rue Pierre et Marie Curie, et nous sommes avec Monique Combescure, vous êtes directeur de recherche. On ne dit pas directrice de recherche, on dit directeur avec un E au CNRS, directeur de recherche CNRS donc. Et ce magazine que nous produisons avec le CNRS, Effervescience, il va nous permettre aujourd'hui au fond de donner la parole à la chercheuse de l'année 2007 que vous êtes, puisque le ministère des Sciences, pardon, le ministère de la Recherche, vous a couronné comme chercheur de l'année 2007, parce que fond, les recherches fondamentales que vous faites sont à l'articulation de la physique et des mathématiques. On peut dire que vous travaillez dans le domaine de la physique des hautes énergies. Le fil conducteur de vos travaux, c'est une étude rigoureuse des problèmes quantiques, du point de vue spectral, en même temps d'une étude de la théorie de la diffusion, mais aussi des problèmes dits du chaos quantique, on reviendra sur tout ça, et plus récemment de la théorie de l'information. Ce qu'on peut dire, c'est que la théorie de l'information quantique, qui est votre affaire, c'est une transposition au monde quantique de la théorie de l'information classique. Et la question principale que vous posez est la suivante: que se passe-t-il si l'information est stockée dans l'état d'un système quantique? Alors, Monique Combescure, c'est bien autour de ça que tournent vos travaux? Oui, d'une manière plus récente, effectivement, j'ai commencé à travailler sur des aspects mathématiques qui sont en lien avec l'information quantique. Et donc, si on a en fait un système quantique à deux niveaux, qui a, par exemple, dirigé vers le haut ou vers le bas, eh bien, il va être les deux bits qui sont 0 et 1 en classique, là, ils vont être représentés par deux états possibles. Mais si j'injecte comme ça une particule dans un état bien donné et que je l'observe dans cette direction, je verrai toujours cette direction. Donc, il n'y a pas de miracle. Mais si j'observe une particule qui est dans cet état, mais dans une direction perpendiculaire, alors j'ai une chance sur deux, enfin, en quelque sorte, de la connaître comme ci ou comme ça. Donc, c'est un petit peu ça qui fait que le véhicule de l'information quantique est un petit peu délicat à aborder. Alors, Monique Combescure, on va voir un de vos collègues, Étienne Klein, qui définit la physique quantique, et on va revenir sur une définition plus simple. En physique classique, il y a deux sortes d'entités physiques qui ont des statuts bien identifiés et qui sont traités de façon différente. Il y a d'une part les corpuscules, et puis d'autre part les ondes, qui se propagent dans l'espace, qui sont donc non localisés, en tout cas pas localisés d'une façon précise. Ces deux types d'objets sont décrits de façon différente, et la physique quantique va obliger à une sorte de rapprochement de ces deux concepts, sans parvenir vraiment à une synthèse. On va simplement mettre en avant un nouveau type d'objets, des objets quantiques, qui ne sont ni des ondes, ni des corpuscules, mais qui parfois se comportent comme des ondes, et qui parfois se comportent comme des corpuscules. Ça ne veut pas dire qu'il soit la synthèse des deux, ça veut dire que les deux aspects de ces objets vont se manifester tour à tour, sans qu'on puisse les voir simultanément agir en même temps. Alors, Monique Combescure, vous êtes d'accord, ondes et corpuscules? Souvent, effectivement, on parle de dualité, c'est pour exprimer cette double nature. Et je crois qu'effectivement, maintenant, pour comprendre la réalité, il faut tenir ensemble cette dualité. Et c'est un peu délicat. Ça demande sans doute une abstraction, une quantité d'abstraction qui n'est pas forcément donnée au départ. Est-ce qu'on peut dire que la physique quantique, en fait, permet de comprendre ce que la physique macroscopique n'explique pas? Oui, il y a des choses que la physique macroscopique n'explique pas, mais il y a aussi des choses que la physique macroscopique décrit, comme par exemple le chaos, et qui ont certainement leur source dans la physique microscopique, puisque le monde est à base de corpuscules, donc de particules microscopiques, et les choses qu'on observe à l'échelle macroscopique doivent être d'une certaine manière cachées dans la physique microscopique, de façon à pouvoir se manifester quand on les mesure à l'échelle macroscopique. Alors vous, on peut dire que vous vous intéressez à l'évolution d'un système quantique dans le temps.
Et c'est une question très importante, cette évolution dans le temps, parce que pour mesurer par exemple la lumière, on est amené à confiner des atomes. Comme on confine des atomes, on utilise ce qu'on appelle des pièges à ions. Ça signifie que les ions sont regroupés au centre du piège, ils sont ralentis par un gaz tampon, et comme ils sont ralentis par un gaz tampon, ils sont ensuite éjectés, au fond, selon leur masse, plus ou moins vite, compte tenu de leur masse. Et vous examinez, au fond, tout ça pour mesurer très précisément la masse et le nombre et leur radiation, éventuellement, des ions. C'est bien ça? Oui, donc c'est un peu par hasard que j'étais tombée sur ce sujet, parce que je trouvais que le modèle qui décrivait les équations qui décrivaient ce système avait quelque chose de particulièrement agréable, parce qu'elles étaient solubles, en fait. Et des gens... Qu'est-ce que ça veut dire soluble? Soluble, ça veut dire qu'on pouvait les résoudre. Ah d'accord. Et explicitement, en termes de... Voilà, il y avait des solutions. C'est rare que les problèmes en physique soient solubles. Celui-ci l'était, et donc j'ai voulu mettre ça en évidence et montrer comment on pouvait prédire, par exemple, les questions de stabilité de l'ion à l'intérieur du piège. Combien de temps il va rester confiné? Est-ce qu'au bout d'un moment, il ne va pas prendre la tangente et partir, sortir du piège? À ce moment-là, c'est foutu, il faut en remettre un autre. Donc, c'était ces questions donc d'évolution en temps et de stabilité, savoir pendant combien de temps il va rester stable. Alors, quel est l'intérêt de mesurer cette stabilité des ions et pourquoi mesurer le temps de stabilité? On dit qu'on débouche ainsi sur une mesure du temps qui est très très rigoureuse et qui a donné naissance à l'horloge atomique qui est au fond un peu notre horloge étalon. C'est ça, donc effectivement... C'est l'intérêt du piège à ions? L'ion doit être ralenti au centre du piège, de façon à bouger le moins possible, parce que s'il bouge, eh bien, les émissions les radiations qu'il va émettre vont être perturbées par sa vitesse. Donc quand sa vitesse va être nulle, les radiations vont être exactement à leur valeur prédite par la théorie, et cette valeur est complètement fixe et sert d'étalon, effectivement. Alors on va regarder ce qu'il en est du point de vue de vos collègues qui réfléchissent sur ces horloges atomiques. Alors nous, au laboratoire, on s'intéresse à la condensation de Bose-Einstein en dimension restreinte, et pour ça, on essaye de fabriquer de nouvelles sortes de pièges qui pourraient avoir une géométrie aplatie pour que les atomes soient confinés en dimension 2, comme s'ils n'étaient plus des espèces de boules, mais plutôt des palets, des galettes qui se translatent en dimension 2. Et pour ça, on a mis au point un certain nombre de nouveaux pièges. En particulier, ce qu'on fait depuis maintenant 2 ans, c'est des pièges qui mélangent les champs magnétiques et les champs radiofréquences, de telle sorte à produire des profils de confinement pour les atomes très particuliers. Alors ce qu'on fait nous, par exemple, c'est les mettre sur la surface d'une bulle. Donc les atomes ont le droit de se balader, mais uniquement sur la surface d'une bulle. Et en fait, comme la gravité les attire vers le bas, ils sont essentiellement au fond de cette bulle. Et depuis la première obtention de la condensation en 1995, quasiment chaque année, il y a une nouvelle surprise. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que la première fois, tout le monde était complètement surpris que la condensation soit obtenue si vite. On s'attendait à ce que ça arrive un jour, mais dans 5 ans, dans 10 ans. Ça s'est passé la première fois aux États-Unis. On s'est dit, bon, bah, nous, on va essayer avec notre technique à nous de faire progresser les choses. Il y a toujours une ligne droite vers le fondamental et en comprendre toujours plus. Mais à droite, à gauche, il y a les pétales là, qui commencent à s'ouvrir, et puis ça va vers la nanodéposition, ou bien ça va justement vers la formation de molécules et comprendre les aspects fondamentaux de la chimie. Donc il y a tellement de diversité dans ce champ de recherche, en fait, qu'on peut s'attendre à des développements très nombreux et à ce que d'ici quelques années, les gens fassent un condensat, mais pas du tout pour étudier le condensat, mais pour s'en servir, pour faire autre chose. Monique Combescure, alors on peut dire que vous incarnez quelques pétales de cette fleur, de cette recherche, et vous êtes dans la même direction, mais au fond avec votre spécificité? C'est ça, en fait. C'était très intéressant de voir cette approche avec les atomes qui sont froids, des atomes donc condensés dans un condensat de Bose-Einstein. Il y a des
d'autres types de pièges. Par exemple, elle a parlé des pièges de radiofréquence, donc qui sont des pièges où l'électricité, la tension est alternative, est très rapide. Et donc, c'est cette tension alternative qui est appliquée sur un ion, qui est une particule chargée, qui permet de le confiner et de le ralentir. Alors lui, par contre, il va être tout seul dans le piège, tout seul, ou peut-être à 2 ou à 3, mais dans les condensats de Bose-Einstein, ils sont beaucoup pour être condensés, en fait. Alors, pour bien faire comprendre ce qu'est la physique quantique, il y a une image qui est souvent utilisée, ou plutôt une anecdote, qui est l'anecdote du chat de Schrödinger. Schrödinger propose en 1935 une expérience de pensée, une sorte de canular. Il place dans une boîte un chat, une fiole contenant un gaz mortel, un marteau et une substance radioactive qui, pendant 1 heure, a 50% de chance de libérer une particule radioactive qui fera s'abaisser le marteau, cassera la fiole, libérera le gaz et tuera le chat. Tant qu'on ne regarde pas à l'intérieur de la boîte, c'est-à-dire tant qu'on n'effectue pas de mesures a priori, la théorie quantique dit que le chat vivant et le chat mort sont dans des états superposés. C'est-à-dire que le chat est à la fois mort et vivant. Si on regarde à l'intérieur de la boîte, c'est-à-dire que si on fait une mesure, on a une chance sur 2 de trouver le chat vivant, la fiole entière, le marteau levé. Cela veut dire que la particule n'aura pas été libérée et on a 50% de chance de trouver le marteau baissé, la fiole cassée et le chat mort. Au quotidien, ce n'est pas possible. Quand on voit un chat vivant, il est bien vivant et non pas mort à la fois. Alors Monique Combescure, évidemment, on va s'arrêter à ce point-là, après cette expérience du chat de Schrödinger, et au fond, cette interrogation sur vivant ou mort, on se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que la réalité. Est-ce que finalement, la vision que vous avez en tant que mathématicienne, physicienne fondamentale de la réalité, ne nous amène pas à poser la question de savoir quelle est la pertinence de notre regard sur la réalité macroscopique, et au fond sur la réalité de tous les jours. Est-ce que c'est des apparences que nous regardons? Et est-ce que vous regardez la réalité quand vous regardez des toutes petites particules? Et est-ce que nous ne voyons pas l'essentiel? Ou est-ce que vous ne voyez pas l'essentiel quand vous vous fixez sur ces petites particules? Qu'est-ce qui est l'essentiel? Comment faire le rapport entre ces deux réalités? Je crois que le scientifique est comme tout un chacun. Il est confronté à des apparences. Il cherche le réel derrière, mais souvent il est arrêté par des apparences et il doit faire avec ces apparences. Mais je crois surtout que la réalité physique du monde, en fait, peut se comprendre et s'appréhender par les mathématiques. Alors, on a souvent parlé de cette déraisonnable efficacité des mathématiques en physique, parce que efficacité, ça veut dire, ça permet de faire des prédictions, ça permet de faire des calculs, voilà. Mais bien au-delà de cette efficacité, je pense que la physique et la nature, la matière, eh bien, s'exprime à une réalité qui va s'exprimer en termes mathématiques, et que le réel est mathématique, au fond. C'est exactement ce que dit Alain Kohn, qui est l'un de vos collègues et qui a eu un prix Nobel de mathématiques. Oui, la médaille Fields. Il faut être capable d'aller au-delà des calculs. C'est-à-dire ne pas faire les calculs, mais en penser les faire. Et comprendre quelle sera leur nature, comprendre quelles seront les difficultés qui vont se présenter, etc. Mais ne pas vraiment effectuer concrètement les calculs, mais comprendre de quelle forme sera le résultat. Quelle symétrie aura le résultat. D'accord? Et donc, dépasser cette espèce de gang qui est présente, essayer d'en sortir et réfléchir au niveau des symétries, etc. Et si vous prenez un triangle quelconque, ABC quelconque, et ce que vous faites, c'est que vous divisez chacun des angles en 3 parties égales. D'accord? Alors vous obtenez comme ça des petits bouts de droite, comme ça, comme par exemple la droite qui est ici, celle-là, qui se rencontrent en 3 points, alpha, bêta, gamma. Alors le merveilleux théorème de Morley vous dit la chose suivante, il vous dit que ce triangle-là, quel que soit le triangle dont vous partez, ce triangle-là est un triangle éculateur. Et en fait, ce qui est étonnant dans ce théorème, si vous voulez, c'est qu'on obtient la symétrie à partir de rien. C'est-à-dire, on part d'un triangle quelconque qui n'a aucune symétrie. Mais à partir d'un triangle quelconque, on fabrique quelque chose qui est symétrique. Alors Monique Combescure, au fond, la symétrie, pour quelqu'un qui théorise mathématiques et physique, ça a un grand sens. Alors expliquez-moi comment vous articulez symétrie – et physique quantique, et pourquoi la symétrie en physique quantique a tant d'importance?
Oui, alors les systèmes quantiques donc, sont dans différents états et suivant qu'ils sont, par exemple, chauds ou froids, ils vont tendance à se rapprocher, à manifester plus ou moins de symétrie. Et alors on pense par exemple à l'écart qu'il y a entre la fumée, c'est plutôt chaud, et le cristal, plutôt froid. Ici, voilà, un cristal, par exemple. Donc, au fur et à mesure qu'on refroidit un système, en particulier quantique, ces propriétés de symétrie vont se manifester. C'est pour ça qu'Henri Atlan avait appelé un de ses livres « La fumée et le cristal ». Voilà, vous avez reconnu le livre d'Henri Atlan, oui. Alors donc lui, il s'intéressait aussi à la symétrie qu'il y avait justement à l'intérieur du cristal. Eh bien oui, un cristal manifeste des propriétés de symétrie merveilleuses. C'est ce qu'on peut voir ici. En est un exemple, oui. Oui. Et alors, à partir de ces propriétés de symétrie, alors vous vous extasiez, vous dites c'est magnifique, mais encore. Il y a par exemple la symétrie entre la particule quantique et son antiparticule, entre toute particule, un proton et son antiproton. Entre la matière et l'antimatière. Entre la matière et l'antimatière. Alors dites-nous un petit mot de l'antimatière. Qu'est-ce que c'est exactement l'antimatière? L'antimatière d'une matière, c'est le même élément, sauf que sa charge, enfin ses charges, ces différentes charges. On connaît la charge électrique, par exemple. Sa charge, au lieu d'être négative pour un électron, elle va devenir positive. Là, c'est un positron. C'est un positron. Il a la même masse et d'autres particularités, le même spin, etc. Mais par contre, il va avoir donc une charge positive. Donc on l'appelle, d'où son nom, positron. Oui. Alors, à partir de cette symétrie, vous avez remarqué dans vos travaux que cette symétrie est un axe fondamental de tous les objets sur lesquels vous vous arrêtez? Et ces symétries sont cachées et peuvent être révélées par l'étude mathématique du sujet en question, en fait. Vous savez qu'il y a des philosophes qui sont intéressés à ce qui est caché depuis l'origine du monde, et on peut dire, je pense bien sûr à Girard, oui. Et vous pensez, vous, au fond, qu'il y a quelque chose qui est caché depuis l'origine du monde, et ce sont ces symétries, par exemple? Par exemple, oui, c'est ça. Et vous voulez révéler toutes ces symétries? Eh bien, si on comprend mieux les symétries, je pense qu'on comprend mieux comment la matière s'organise. Elle s'organise en particulier donc, sous forme, donc, par exemple, cristalline, qui met en évidence ces belles symétries d'une manière visible à l'œil. Alors, Monique Combescurie, il y a quelque chose qui est aussi assez fascinant, c'est l'impact de l'observation sur le phénomène observé. Alors, évidemment, chaque fois qu'on raisonne sur la physique, les philosophes, nous disons, ça c'est assez compliqué de séparer les deux. Et vous avez pour objet d'essayer de séparer, au fond, ou d'annihiler l'impact de l'observateur sur ce qu'il observe. L'observateur, effectivement, va perturber, par sa mesure, il va perturber l'objet qu'il mesure. Donc il est important, quand on fait une mesure quantique, de savoir qu'on va retirer le système dans l'état dans lequel on l'a mesuré. C'est-à-dire qu'on va le transformer. Et donc, c'est une évolution qui n'est pas quantifiable en termes d'une équation. C'est simplement le procédé de mesure qui va perturber le système fondamentalement. Et alors, des propriétés aussi fondamentales que la conservation de l'énergie, de la conservation du moment cinétique, sont des conséquences de ce qu'on appelle des symétries de l'espace-temps. Qu'est-ce que c'est la symétrie de l'espace-temps ? Je pense qu'il y a le fait que les variables d'espace, les trois variables d'espace, x, y, z, et le temps, la quatrième variable, donc l'espace-temps est à 4 dimensions, mais en fait, ces variables jouent des rôles mutuels, et on ne peut pas mesurer le temps sans perturber l'espace, on ne peut pas mesurer l'espace sans perturber le temps. Alors, qu'est-ce que c'est l'inverse du temps ? C'est un temps négatif ? L'inverse du oui. temps. Et quand vous dites, par exemple, que vous voulez, d'une certaine façon, voir la symétrie de la notion de temps. C'est la symétrie des variables entre elles. C'est-à-dire que parce que je dis qu'elles jouent le même rôle. C'est ça, en fait, qu'on appelle symétrie de l'espace-temps. Le voyage du mathématicien est un voyage qui se produit dans une autre géographie, dans un autre paysage. Et donc, ce voyage se heurte aussi à la réalité, elle est tout aussi dure, c'est comme ce que je disais, si vous voulez, sur le bras d'un fauteuil, elle est tout aussi résistante, tout aussi dure, bien entendu, et la partie dont je parlais, qui est la partie vision, ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a en contrepoint de cette partie vision, il y a après la démonstration, et il y a après, si vous voulez, les heures de souffrance, qui consiste à avoir toujours peur, c'est un peu la descente, si vous voulez, de la paroi, qui consiste, cette fois, on est obligé de regarder en bas, et on est obligé constamment de se dire « Tiens, j'aurais pu me tromper ici, peut-être que je me suis trompé. » On n'en sait rien, on a toujours peur. Il arrive qu'on passe des heures et des heures, si vous voulez, d'anxiété terrible.
justement, parce qu'on se heurte à une vraie réalité. Monique Combescure, on retrouve au fond un problème que nous avons touché tout à l'heure. La réalité est différente de la réalité mathématique, et Alain Cohn revient sur cet aspect. Et au fond, est-ce que vous êtes sensible à cette différence des deux réalités ? J'aimerais que vous avanciez, si c'est possible, dans un rapprochement des deux. Comment est-ce que vous faites l'aller-retour entre les deux types de réalités ? Oui, je vous disais, le réel est mathématique, c'était peut-être un peu une boutade, mais c'est vrai que quand j'avais entendu Alain Cohn à Orsay faire donc un débat, animer un débat sur y a-t-il un réel dans les mathématiques? Est-ce que les théorèmes, on les découvre ou on les invente, au fond? Et il tenait mordicus que les nombres entiers avait une réalité intrinsèque. Pas simplement le fait que quand je prends 3 billes, que je mets 2 billes, je fais la collection, ça fait 5 billes, mais là il y a billes. Mais le nombre, ils existent pour lui indépendamment de l'objet qui les représente. Et donc moi ce que j'ai à dire, c'est que dans la mesure où il y a des systèmes physiques quantiques qui ont des niveaux d'énergie par exemple, qui sont étiquetés complètement par des entiers, qui sont des multiples d'entiers. Ça semble indiquer qu'il y a une réalité intrinsèque, puisque ce sont les niveaux d'énergie d'un système physique qui existe, qu'il y a une réalité intrinsèque des nombres entiers. Donc je rejoins finalement, sur le moment ça m'avait un peu surpris, mais là je rejoins un peu Alain Cohn quand il dit qu'il y a un réel qui nous résiste, qu'on découvre aussi dans les mathématiques. Alors est-ce qu'on peut dire par exemple que vous, au niveau théorique où vous êtes, vous investiguez le réel de façon un peu différente pour nous donner au fond un autre regard sur quelque chose qui existe indépendamment des images que vous pourriez vous figurer? Ou bien est-ce que vous n'imaginez pas quelque chose dont finalement vous nous racontez le contenu, dont vous nous racontez l'histoire, et qui n'a pas de rapport avec la réalité? Vous êtes en train de prendre parti pour l'idée, mais moi, ne vous inquiétez pas, c'est une autre face du réel que je suis en train de rechercher. C'est bien ça? Du réel? Bah oui, pourquoi pas. Est-ce que c'est une autre face, ou bien est-ce que c'est une manière plus précise de comprendre le réel? Moi, je crois qu'on veut tous aller au cœur du réel, le connaître mieux. Et en fait, on se heurte à des apparences. Donc, ce qui est important, c'est que les chercheurs, ils remettent sans cesse son travail à l'ouvrage pour pouvoir essayer d'approcher mieux ce réel. Alors justement, est-ce qu'on peut dire qu'avec votre travail dans le domaine de la physique quantique, vous réglez au fond deux questions, ou au moins vous touchez à deux questions essentielles? La question de l'observateur dont on a parlé, dont vous voulez tenter de réduire l'influence pour parler de ce que vous observez, et deuxièmement, la question des probabilités d'évolution du système que vous regardez, que vous prenez en compte en vous disant son évolution dans le temps n'est pas forcément nécessaire, n'est pas forcément dite d'avance, et vous faites entrer le concept de probabilité qui nous permet de comprendre les possibilités d'évolution du système. Oui, alors, en fait, il y a deux sortes. La probabilité est intrinsèque à la mécanique quantique parce que c'est un objet mathématique qui la représente, qui est une fonction d'onde. On disait tout à l'heure, onde et corpuscule. Mais la probabilité que le corpuscule soit à tel endroit est représentée par une fonction d'onde. Et cette fonction d'onde évolue de manière déterministe, en fait. Donc, il n'y a pas de probabilité. À partir du moment où on admet que la probabilité est intrinsèque au fait qu'on ne sait pas localiser une particule précisément, par contre, on sait mesurer comment va évoluer exactement sa fonction d'onde. Est-ce que le système a une certaine liberté? C'est-à-dire, est-ce que son évolution est déterminée et en même temps, vous ne savez pas? Il y a une évolution déterministe, vous venez me raconter, oui, mais en même temps, vous ne savez pas très bien comment ça va évoluer. Est-ce qu'il n'y a pas à la fois déterminisme et liberté? Je crois qu'il y a vraiment déterminisme, mais au moment où on fait la mesure, il y a une espèce d'arbitraire qui s'introduit dans le paysage. Et donc, on va forcer le système à ce moment-là, on va le perturber, on va le forcer à devenir ce que nous, on a mesuré. Et ça, c'est, en quelque sorte, c'est peut-être le jeu d'une liberté. Merci.